Et salut à tous et bonsoir et bienvenue sur PS2 Channel. Et aujourd'hui, j'ai décidé de vous présenter ma collection Xbox première génération. Donc voilà, la première Xbox, hein, donc cette espèce de groupe pavé que Microsoft nous a sorti de nulle part. Microsoft s'était mis dans l'idée de concurrencer nos deux constructeurs Nintendo et Sony, hein, qui étaient leaders sur le marché, hein, surtout Sonic avec sa PS1 et Nintendo qui a toujours été une grosse part de marché avec ses jeux extraordinaires. Donc voilà, Microsoft décide de sortir sa première console, la première Xbox. Donc c'est une console qui est vraiment très très lourde, hein. C'est vraiment une énorme console, hein. C'est vraiment un pavé, comme j'ai dit. Pour moi, c'est une bonne console. Franchement, c'est une console qui est assez sympa parce qu'on peut voir que beaucoup de jeux Xbox sont beaucoup plus beaux que de jeux PS2. En fait, hein, on voit vraiment que cette machine-là est plus puissante qu'une PS2. C'est normal, elle est sortie un peu plus tard. Elle a une puce qui est plus évoluée. Mais pour vous dire aussi, ce qui était sympa aussi, c'est qu'il y avait un disque dur intégré dedans. Donc voilà, plus besoin de carte de mémoire, etc. Ils avaient apporté le jeu en ligne. Ils avaient vraiment fait des bonnes choses avec la première Xbox. Mais malheureusement, ils se sont un peu vautrés, hein. Ça, c'est vraiment mal vendu, hein, comparé à la PS2. La PS2 qui a fait plus de 150 millions de ventes, alors que la première Xbox n'a fait que 22 millions de ventes et quelques, hein. Donc voilà, donc c'est pas un flop, hein. Ça s'est quand même bien vendu en Amérique du Nord, mais dans le reste du monde, ça s'est pas bien vendu, hein, comparé à la PS2 qui a été un ouragan, quoi, un séisme, hein. Même si le début de la PS2 n'était pas terrible, mais après elle s'est rattrapée, surtout que pour la PS2 on avait un lecteur DVD, mais pour la Xbox il y avait aussi un lecteur DVD, mais malheureusement pour faire fonctionner il fallait un accessoire en plus, donc il fallait encore raquer, donc ça c'était un peu dommage puisqu'il fallait encore payer ça en plus, et voilà peut-être pourquoi ça n'a pas marché, mais voilà, en tout cas une bonne console. C'est une console que je n'ai pas eu à l'époque, moi, donc moi j'ai vraiment eu la PS2, mais c'est une console que j'ai acheté un peu plus tard, et finalement je trouve que c'est une super bonne console, hein. Peut-être la manette où j'ai toujours eu un peu de mal avec, mais enfin surtout la première version de la manette, mais ensuite ça a été, hein. Cette manette-là, ça va encore, hein. C'est une plus petite manette, donc voilà, elle est plus sympa que la grosse manette Duke, hein. Donc voilà pour la console, hein. Donc voilà, c'est la seule Xbox que je possède, hein. Je l'ai depuis quelques années et ça va, elle est fiable, elle tient encore. Bon, on va commencer avec les jeux maintenant. Donc, évidemment, le Silent Hill 2 Inner Fears, hein. Donc voilà, c'est le Silent Hill 2, le meilleur Silent Hill 2. C'est le meilleur Silent Hill, c'est le meilleur survival horror pour moi. C'est celui qui est le plus mature, etc. Je l'avais déjà expliqué, hein. Pour moi, c'est vraiment l'un des meilleurs survival horror qui n'a jamais été égalé niveau profondeur. Donc là, Inner Fears, hein, c'est juste parce qu'il y a des scénarios en plus avec Maria, donc Born from a Witch et Restless Dream. Donc voilà, il y avait ce jeu-là est sorti un peu plus tard que l'opus PS2, mais il y avait quand même un supplément dedans, il y avait quand même enfin il y avait une partie de jeu en plus, donc ça c'était sympa encore. Franchement, ils avaient eu de la chance à la Xbox pour ça. Donc c'est un des seuls Silent Hill qui est sorti sur la Xbox. Il y a aussi le 4 The Room qui est sorti sur la première Xbox, mais pas d'autres Silent Hill, je ne pense pas, hein. Donc voilà pour le premier jeu, Silent Hill 2 qui est une masterclass. Ensuite, là, on a un de mes jeux préférés aussi, hein, c'est L'Âme du Guerrier, hein, L'Âme du Guerrier qui est sorti sur la PS2, la Xbox et la GameCube, hein. Donc voilà, je trouve que la version Xbox est la plus belle quand même entre les trois, hein. Si on fait sur les consoles d'origine, hein, là, je trouve que la version Xbox est un peu plus fluide, exactement. Et pour le coup, ça, c'est mon Prince of Persia préféré, hein. C'est le reboot que j'ai adoré, début des années 2000, où on avait eu un premier épisode, Les Sables du Temps, qui était extraordinaire. Mais le 2, moi, je l'ai vraiment bien aimé pour son ambiance beaucoup plus sombre. J'ai bien aimé le fait qu'on soit bloqué dans l'île, où il fallait faire des énigmes et tout, avec le Dahaka, où il fallait aussi vous récupérer tous les sabliers ou tous les trucs, et ben après vous pouvez battre le Dahaka avec l'épée des eaux et avoir une autre fin. Donc vraiment un jeu super sympa, c'était vraiment un bon petit jeu d'Ubisoft, et ensuite la série Prince of Persia est devenue Assassin's Creed par après, hein. Je sais pas si vous savez, mais c'est Prince of Persia, c'est grâce à Prince of Persia, ce reboot là, que Assassin's Creed existe tel qu'on le connaît. Ici, on a Spartan Total Warrior, hein, donc un petit jeu dans l'Antiquité avec les Grecs, hein. Donc voilà, un bon jeu sympa où on tape, on tape, on tape. C'est vraiment un super bon jeu. Celui-là, je le possède aussi sur le GameCube, mais je l'ai pas sur PS2. Bizarrement, il est sorti aussi sur la PS2, hein. Il est sorti sur toutes les plateformes, mais je le recherche sur PS2 parce que je le possède toujours pas sur PS2.
Ensuite, on a les Seigneurs Anneaux, hein. Donc on a Lord of the Ring, on a les deux tours, on a le Retour du Roi et le Tirage. Donc voilà, ça c'est des jeux vraiment magnifiques, hein. C'est vraiment des jeux excellents. Moi j'ai une préférence peut-être pour le Retour du Roi, hein. Le Retour du Roi qui est énorme, hein. Donc vous avez aussi le Turn Age, hein, donc le tirage qui est super sympa aussi pour le RPG, hein, qui ressemble vraiment à Final Fantasy 10. Celui-là, c'est vraiment le même système. Et les deux là, ce sont deux gros hack and slash de très haute volée qui sont vraiment super sympas. Le Retour du Roi est excellent parce qu'il y a plus de personnages, les graphiques sont plus beaux. Les deux tours est bien aussi. Par contre, celui-là, c'est un jeu qui ne fait pas partie de la licence Seigneur Anneaux officielle des films, il fait partie du livre, parce que ça c'est un jeu Vivendi, et tous les autres Seigneur Anneaux sont faits par Electronic Arts, et eux, pour le coup, ils ont repris les droits des films, hein. C'est pour ça que dans les deux tours, vous avez des niveaux du premier Seigneur Anneaux, comme Amon N, la bataille de la Moria, et, au tout début avec Isildur, quand vous vous battez contre les orques dans la montagne du destin, je crois, je sais plus. Donc voilà. Ensuite, j'ai quelques Harry Potter sur la Xbox, hein. Donc j'ai la Coupe du Feu, le Prisonnier d'Azkaban, et à l'école des sorciers qui est super rare à trouver sur PS2, hein. Je l'ai toujours pas trouvé, hein. C'est un jeu que je ne vois jamais en magasin sur PS2. C'est un jeu que je voudrais vraiment. Et je parle même pas du version tripack où il y a le coffret où il y a les trois Harry Potter qui est super dur à trouver aussi. Il y en a sur Amazon, mais il tourne sur 150 euros. Mais celui-là, par exemple, sur PS2, je l'ai vu sur Amazon en version, même pas une version française, hein, une version EK. Il est déjà dans la cinquantaine d'euros. Mais pour le coup, ces trois Harry Potter-là, je les ai trouvés en magasin Smart Toys. Et je les ai vraiment eu pour 2-3 euros pièce, hein. Donc franchement, je comprends pas du tout parce que je pense que c'est aussi un jeu qui est rare sur Xbox. Je connais pas trop les codes sur la Xbox, hein, parce que c'est vraiment des jeux que je trouve en Smart Toys pour rien du tout en général. Mais c'est des jeux que je ne suis pas du tout la cote internet, je ne suis pas du tout les ventes puisque c'est pas du tout ma priorité, hein. C'est vraiment la PS2 la priorité. Ensuite, je favorise quand même la GameCube en second choix. Et la Xbox revient pour cette génération, c'est toujours la troisième console, hein. Je ne collectionne pas la Dreamcast, puisque la Dreamcast, je n'ai pas connu à l'époque. Donc, je ne vais pas trop me lancer dans la Dreamcast, ce sera encore trop. Mais voilà, donc pour les Harry Potter, le meilleur, je dirais, c'est le Prisonnier d'Azkaban. Le 4 n'est pas terrible, le un est bien, même si celui-là, c'est un Harry Potter qui est sorti après le deuxième Harry Potter à la Chambre secrète qui était sorti sur PS2. Ils ont repris les assets de ce jeu-là pour vite sortir un jeu en quelle année, peut-être en 2003, peut-être, ou en 2002, ou en 2003, je pense, et pour faire des rentrées d'argent, mais c'est un jeu qui a été pas bâclé, mais qui est un peu fait comme ça, là, va vite, hein. Mais on sait bien, Electronic Arts, évidemment, ils veulent faire rentrer l'argent pour leur rentrée fiscale, c'est normal, c'est une entreprise, ils ont besoin d'argent. Ensuite, j'ai un petit James Bond espion pour cible, hein. Donc celui-là, voilà, j'avais déjà fait ma collection James Bond, j'avais déjà présenté ces jeux-là. Donc voilà, celui-là, c'est vraiment un James Bond excellent. C'est le James Bond où vous avez plusieurs moyens de faire les niveaux. C'est le James Bond où il y a le système de score qui est super sympa aussi. C'est avec Pierce Brosnan, bien sûr, un acteur que j'ai bien aimé pour James Bond. Donc franchement, celui-là, c'est un bon jeu. Moi, c'est un des premiers jeux que j'avais fait sur la PS2 à l'époque, enfin que j'avais fait avec mon parrain. Et donc celui-là, j'ai vraiment des très très bons souvenirs, même si ça fait très très longtemps que je ne l'ai pas relancé. Mais pour le coup, à l'époque, il m'avait mis une claque quand même, hein, une claque graphique quand même à l'époque, quand j'avais vu passer de la PS1 à la PS2 avec, enfin ça c'est la version Xbox, mais moi j'avais joué sur PS2 à la base, et en plus la version Xbox c'est encore plus joli, hein. Jouer ça sur une Xbox Series X, à mon avis, ça doit être magnifique, hein. Ici, on continue avec deux jeux de sport, hein. Donc le Splashdown, hein, donc un jeu de moto de eau là, moto de ski, et donc vous avez ensuite le Tennis Master Series 2003. Donc voilà, ça c'est deux jeux que j'ai trouvé pour 1 euro, 2 euros, donc je les ai même pas tentés, je sais même pas ce que c'est. Enfin, si le Splashdown, j'ai tenté quand même, mais voilà, donc c'est pas des jeux qui m'attirent plus que ça. Ensuite, il y a aussi des jeux Sega qui ont été portés sur la première Xbox, hein. Donc voilà, comme pour la PS2. Il y a beaucoup de jeux Sega, une fois que Sega était mort avec la Dreamcast. Après, ils sont devenus
un éditeur de bons jeux. En fait, hein, ils ont gardé leur licence et ils ont commencé à porter leurs jeux sur la console concurrente, en fait, hein, sur la PS2, sur la Xbox et sur la GameCube aussi. Donc voilà, Sonic Heroes. Donc celui-là, j'ai pas connu. Moi, j'ai jamais été un grand fan de Sonic. Ben, c'est normal, c'est parce que je n'ai jamais connu euh, ben, euh, tout ce qui est Sega. Moi, je n'ai jamais eu chez moi à la maison. Donc, c'est pour ça que j'ai pas trop d'affect. Je trouve que leur licence sur PS2, des jeux comme Shinobi, comme Altered Beast, c'est des bons jeux et tout. C'est vraiment des bonnes licences. Mais c'est des jeux que je n'ai pas connus dans l'époque d'avant, quoi. Mega Drive et tout, ça, c'est des jeux que j'ai pas connus, quoi, en fait, hein. Donc, ensuite, on a le 13. Donc, le 13, un excellent petit jeu aussi, celui-là. Donc, ça, c'est de la bande dessinée de Jean Van Damme. Jean Van Damme qui est un excellent illustrateur de BD, hein, qui a fait d'autres bandes dessinées, hein, comme Torgal, hein, comme d'autres bandes dessinées. C'est vraiment un dessinateur de génie. Et pour 13, moi, c'est vraiment ma bande dessinée préférée. J'ai bien aimé le jeu, mais je mets quand même la BD au-dessus parce que la BD, c'est vraiment excellent, quoi. Ensuite, on a le Fahrenheit, hein, donc moi j'adore ce jeu-là. C'est un jeu que j'ai vraiment aimé pour son côté vraiment scénario, même si le scénario c'est un peu n'importe quoi quand on y pense, mais il y avait un effort dans ce jeu-là, une volonté de faire quelque chose qui était radicalement différent. C'est pour ça que je respecterai toujours cet éditeur. C'est pas Atari, hein, c'est l'éditeur français, hein, c'est ceux qui ont fait aussi Heavy Rain et Beyond Two Souls. Je reviens un peu sur Counting Dream. Voilà, c'est Counting Dream qui a fait ce jeu-là. Et eux, j'aime beaucoup leur studio parce que c'est vraiment un studio qui fait un chose de différent, qui fait vraiment un mélange entre le film et le jeu. Ça plaît pas à tout le monde, mais ça peut plaire à certaines personnes. Des personnes qui sont moins gamers, hardcore gamers, mais ça peut faire plaisir. En fait, dans un monde, il faut de tout. Et tant qu'on aura des expériences comme ça différentes, c'est pour ça que il faut profiter quand on a un jeu qui sort, hein, qui sort un peu des chantiers battus, on va dire. Il faut vraiment pas le critiquer, il faut vraiment essayer de l'aimer ou de s'intéresser un minimum à lui pour voir qu'est-ce qui peut se faire de différent. Et là, pour le coup, c'est un prototype, hein, c'est un jeu qui n'est pas excellent, c'est un jeu qui essaye de rentrer dans une voie, mais grâce à ce jeu-là, on a eu le chef-d'œuvre Heavy Rain après, qui est vraiment un chef-d'œuvre qui est sorti sur la PS3 après, hein. Donc voilà pour le Fahrenheit. Bon, ici on a un petit Oddworld, hein, le Munch Odyssey, hein. Donc moi j'ai jamais été un grand fan de la licence Oddworld. J'en ai fait un sur PS1. J'ai vu qu'il y avait cet épisode Xbox là, mais moi je suis jamais rentré dedans. C'est toujours une licence qui m'a un peu gavé comme ça. Peut-être que je l'ai connu quand j'étais déjà trop âgé, hein, parce que je l'ai connu un peu plus tard quand même, à l'époque de sa sortie. Donc voilà pour le Oddworld, moi j'ai pas spécialement apprécié cette licence. Même si beaucoup de gens aiment bien cette licence-là, moi c'est pas du tout mon truc, hein. Ici, on a un autre jeu, c'est le Dead to Right. Alors ça, c'est un super jeu aussi. C'est un jeu Namco où vous jouez le gars là avec son flingue. Et je pense que dans ce jeu-là, c'est le jeu ouais, où vous avez le chien qui vous suit. Donc vous pouvez contrôler le chien avec. Donc ça, c'est un jeu qui est assez sympa aussi, hein. C'est pas une exclu Xbox. Il me semble qu'il est sorti aussi sur PS2. Il me semble que je le possède sur PS2 celui-là aussi. Mais je suis plus sûr, hein, maintenant. Mais je crois qu'il a été porté sur PS2 par après. Ouais, ouais, Namco, évidemment, c'est un des gros partenaires de Sony, donc je suis même sûr et certain qu'il est sorti sur la PS2 aussi. Baldur's Gate Dark Alliance, donc voilà, un super hack and slash, ça il fait partie des tout meilleurs. Même si j'ai une préférence quand même pour les Champions. Champions Rapt et Champions Return to Arms. Mais c'est le même studio, c'est Snowblind, c'est vraiment un excellent studio qui font des super jeux comme ça, donc des Baldur's Gates, vraiment excellent. En plus, ça c'est des épisodes qui sont très bons pour les consoles de salon. Même si les Baldur's Gate sont toujours un peu mieux à jouer sur PC, je pense. Mais ceux-là sont très agréables, hein. Franchement, ils sont très très bien. Ensuite, on a le petit Hitman. Donc Hitman, donc le jeu où vous contrôlez l'agent 47, hein, donc voilà. Un jeu d'infiltration qui est super sympa. Celui-là, il me semble pas que je l'ai fait. Celui-là, j'ai fait un autre Hitman. Moi, j'ai fait le premier. Et donc voilà, c'est une licence que j'avais bien aimée. Mais sans plus, j'ai trouvé que c'était un peu trop.
Je sais pas, c'était dans l'infiltration, j'ai préféré une autre série. J'ai préféré cette série-là. Donc les deux Splinter Cell, Pendant Tomorrow et Chaos Theory. Donc je n'ai pas le premier puisque le premier je l'ai déjà sur PS2 et sur GameCube, je pense. Donc mais à faire absolument sur Xbox. Là, pour le coup, cette licence-là, ces jeux-là, on voit très bien que c'était des jeux qui sont directement qui viennent d'un PC en fait. Et sur la première Xbox, les jeux sont juste magnifiques. Il y a vraiment des super couleurs, il y a le vert et tout comme ça. Par contre, le portage PS2, là, c'est clair qu'on n'est pas à la hauteur, hein. Il est complètement au rabais comparé à cette version Xbox qui est magnifique. Là, pour le coup, on voit vraiment la différence de puissance graphique entre les deux consoles. C'est vraiment un jeu où on se rend compte que la Xbox, pour l'année où elle est sortie, elle envoyait du lourd, quoi. Quand même, clairement, graphiquement, elle envoyait du lourd. C'était presque la même chose que ce qu'on pouvait avoir sur PC, quoi. Donc, vraiment, c'était une console qui était un peu démesurée hein, pour l'époque, hein. Elle avait quand même apporté beaucoup, beaucoup de choses en plus que ce que on n'avait pas de la PS2. Mais évidemment, avec toute cette technologie qui était dedans, elle se vendait beaucoup plus cher. Et donc, voilà pourquoi il y a eu pas un flop, mais une raclée qui a été mise par Sony pour Microsoft, quoi, hein, qui s'est un peu planté avec la première Xbox. Ils ont très très bien réagi avec la Xbox 360, mais dans l'histoire du jeu vidéo, depuis qu'ils sont sortis, à part sur la génération PS2, Xbox, GameCube, où ils ont réussi à être deuxième, il me semble que dans toutes les autres générations, ils ont toujours été derrière Nintendo et ils ont toujours été derrière Sony, hein. Il me semble que ça fait depuis 20 ans qu'ils essayent, à coup de rachat, à coup de trucs, mais jamais ils ont réussi à être leader, hein. Jamais, hein. Puisque la Xbox 360 s'est vendue à 86 millions d'exemplaires, et il me semble que Sony, la PS3, l'a dépassé à toute fin avec 87 millions d'exemplaires, donc il y a quand même un million de différence, quoi. Donc voilà pour cette première partie.